свої ясені, садили на щастя тобі і мені, мої ясени, мої ясени. Je suis un paysan, né à Gouliaï-Polye, bourg de la région d'Ekaterinoslav, en Ukraine. Mes parents furent d'abord des serfs, puis des paysans libres. Selon le récit de ma mère, leur vie fut épouvantable sous le servage. Encore enfant, elle fut battue 2 fois à coups de verge. La première parce que frappée par la femme de l'intendant. Ma mère s'étant sentie offensée et ne voulait plus faire les chambres chez elle. La seconde parce que libre de corvée pour une journée, elle n'avait pas voulu aller lier des gerbes pour 3 kopecks, déclarant que ce n'était pas assez payé. Chaque fois, l'intendant rapporta les faits au seigneur, qui lui enjoignit de se présenter sur le perron de la demeure, où elle reçut 15 coups de verge, en présence du maître. Je n'ai pas connu mon père, car j'avais à peine 11 mois lorsqu'il mourut. Il avait été serf du même maître que ma mère, un certain Chabelski, qui demeurait dans une de ses propriétés, non loin du village de Shepetovka, à 7 kilomètres de Gouliaï-Polye. Plus tard, bien que libre et marié, mon père n'eut d'autre ressource que de continuer à travailler comme journalier chez le même propriétaire. À ma naissance, il quitta cet emploi et s'embaucha comme cocher chez un riche juif Kerner, propriétaire d'une usine à Gouliaï-Polye. Il mourut peu de temps après. 2 ans avant sa mort, ma mère commença à accumuler des matériaux pour bâtir une maisonnette afin d'y loger toute la famille. Elle amassa des briques, toute seule, avec la plus grande patience. Au décès de mon père, la maisonnette était à peine commencée. Il n'y avait que les murs. Mes 4 frères et moi, orphelins, restâmes à la charge de notre malheureuse mère. Sa maisonnette inachevée, seule et démunie, avec 5 enfants en bas âge, qu'allait-elle faire? La pauvre perdit pied, ne sachant par quel bout commencer ni qui écouter. Une petite propriétaire de la localité, ma marraine, n'ayant pas d'enfants, pressa ma mère de me confier à elle. Mes frères aînés, Karp et Sava, n'étaient plus à sa charge, étant employés comme bergers chez des pomeshchiks. Il m'était même pénible de l'écouter, raconta plus tard ma mère. Mais il n'y avait rien à faire. À force de l'entendre parler de la situation impossible de notre famille, j'ai fini par lui donner raison. Cependant, mes frères avaient entendu plus d'une fois les récits de ma mère sur la vie, les habitudes des pomeshchiks et sur leur cruauté, surtout à l'égard des paysans. Cela s'était gravé dans leur mémoire. Aussi, un dimanche, étant venu nous rendre visite, et ayant appris que ma mère était prête à me faire adopter par la propriétaire, ils la supplièrent d'y renoncer. Et c'est avec des larmes, non avec des paroles, qu'on essaya de résoudre ce problème. Fallait-il me donner à la propriétaire ou bien me garder à la maison? Elle finit par céder et décida de me garder auprès d'elle encore quelque temps. Une année passa, sans améliorer la situation familiale. Ma marraine demanda avec insistance mon adoption. Cette fois, ma mère n'hésita plus, elle accepta. Je restai seulement quelques semaines chez ma nouvelle mère. Sevré de tendresse, j'étais nourri à part et sans trop de régularité. Ma mère, qui passait tous les jours, souffrait beaucoup en voyant mon état. Un jour, m'ayant trouvé seul et en larmes, elle décida de me reprendre. Elle me garda auprès d'elle et m'éleva comme elle put jusqu'à l'âge de 18 ans. Je ne me rappelle que très vaguement ma première enfance. Quand j'eus 8 ans, ma mère me fit entrer à l'école du village. Je fus bon élève, l'instituteur se montrait content de moi. Ma mère était fière de mes succès. Mais cette période heureuse tourna court. L'hiver venu, je fus entraîné par quelques camarades à faire l'école buissonnière, pour aller patiner sur la rivière gelée. Cette nouvelle occupation m'absorba au point de me faire manquer l'école des semaines entières. Ma mère n'en savait rien, bien sûr.
Le matin, elle me croyait toujours parti pour l'école avec mes livres. Le soir, elle me voyait rentrer. En réalité, je ne fréquentais que la rivière. Après avoir patiné et joué jusqu'au soir, avec une centaine de galopins de mon espèce, je rentrais à la maison d'excellent appétit. Je poursuivis avec application ces études de patinage jusqu'à la mi-carême, jour fatal, qui les fit cesser d'un coup et dont je me souviens encore dans ses moindres détails. Je patinais avec un de mes camarades, comme d'habitude, lorsque la glace céda et que nous tombâmes à l'eau. Nous cramponnant au bord de la glace, brisés et pataugeant jusqu'au cou dans l'eau froide, nous appelâmes à l'aide. La plupart de nos amis s'enfuirent, pris de peur. Les autres ne purent rien faire de mieux que de crier, comme nous, à fendre l'âme. Enfin, quelques paysans survinrent et nous tirèrent de ce mauvais pas. Dans l'état où j'étais, je craignis de rentrer à la maison, car alors tout mon passé, tous mes beaux exploits de l'hiver seraient découverts. Je décidai de me réfugier chez mon oncle. Chemin faisant, mes vêtements trempés gelèrent. J'arrivai chez lui dans un tel état qu'il craignit pour ma santé. Il me déshabillait, me frictionna avec de l'alcool et me fit coucher sur l'arrière-four. Ensuite, ma tante avertit ma mère. Elle accourut, pleine d'inquiétude, et apprit tous les détails de l'affaire. Alors elle me coucha sur le banc pour me soigner à sa façon, avec un bout de corde nouée. Longtemps après sa cure, j'avais encore du mal à m'asseoir. Cependant, son principal effet fut de faire de moi un bon élève. Hélas, ses études sérieuses furent sans lendemain. Une dizaine de jours avant Pâques, plusieurs élèves de notre école, moi compris, se battirent à la sortie des classes avec des élèves de l'école paroissiale. Dans l'ardeur du combat, plusieurs arbustes furent saccagés à proximité du bâtiment de l'administration communale. Le lendemain, le maire du village vint voir notre directeur et demanda les noms des bagarreurs de la veille, afin de faire payer les dégâts par leurs parents. Le directeur fit une enquête. D'abord, personne n'avoua, mais lorsqu'il déclara qu'il connaissait les poltrons, je racontai tout, en désignant également mes amis, lesquels furent obligés d'avouer à leur tour. En récompense de mes aveux complets, je reçus 3 coups de règle sur les doigts et dus rester agenouillé 1 heure durant dans un coin de la classe. J'éprouvai une telle honte, une humiliation si profonde que je ne voulus plus retourner à l'école. En accord avec quelques amis, nous nous sauvâmes. Chez nous, racontant une toute autre version de l'affaire, nous accusâmes le directeur de nous avoir chassés. Bien entendu, les parents allèrent lui demander des explications, nous punirent et nous firent reprendre le chemin de l'école quelques jours après. Mais tout était brisé pour moi, je n'avais plus aucun plaisir à fréquenter l'école, ni le cœur d'apprendre comme aurait dû le faire un garçon de 9 ans. C'est à grande peine que je pus tenir jusqu'aux vacances d'été. L'été venu, je me fis embaucher comme conducteur d'attelage par un pomeschik nommé Johnson. Je touchais 25 kopecks par jour, soit 1,5 rouble par semaine. Chaque samedi, ayant reçu cette somme, je la tenais serrée dans ma main et je parcourais presque, en courant rempli d'une grande joie, les 7 kilomètres qui me séparaient de la maison. En arrivant, je remettais aussitôt l'argent à ma mère, très heureux qu'elle l'accepte, tout comme auparavant j'avais vu mes frères lui remettre le leur. Maintenant, moi aussi j'avais ma paye, et je la lui donnais comme eux. Mon cœur d'enfant était tout en joie. Je me souviens qu'un jour j'oubliai de faire boire mes bœufs. Aussi, chemin faisant, sur la charrette remplie de gerbes, je vis les bêtes se diriger brusquement vers l'abreuvoir. Au même moment, l'aide intendant passa en voiture. C'était une brute que nous avions surnommée Gobe-mouche à cause de sa bouche toujours ouverte. Il me donna 2 coups de fouet. Furieux, j'étais prêt à m'enfuir à la maison. Seul le souvenir du samedi, l'idée de la joie que j'allais procurer à ma mère en lui remettant ma paye, parvint à m'en dissuader. J'ai travaillé ainsi tout l'été, en gagnant en tout 20 roubles. Ce fut mon premier gain.
À l'automne, ma mère exigea que je retourne en classe, à quoi je m'opposais vivement. Elle finit par céder et me transféra dans une autre école, celle d'un village voisin appelé Andreïevka, où son neveu était instituteur. Là, je repris mes études, avec application. Devant mon désir d'apprendre et mes bons résultats, l'instituteur, mon cousin, se déclara très satisfait de moi. Il espérait me voir devenir le premier de la classe à l'examen. Cela m'encourageait. Je me mis à étudier en dehors des cours, à son domicile, et il m'aidait volontiers. Le bonheur de pouvoir passer premier en classe de lycée m'attendait. Mon cousin Berederev y songeait sincèrement. Mais encore une fois, un incident banal et stupide brisa mon rêve. Un jour que j'avais particulièrement chahuté en classe, mon parent m'expulsa de la salle. Fâché à mon tour, je gagnai la chambre où il habitait avec sa femme. Ouvrant le buffet, j'y pris un sac de prunes, le posai sur la machine à coudre et commença à goûter ces beaux fruits. Au début, je comptais n'en chaparder que 2 ou 3, mais elles étaient si bonnes que sans m'en apercevoir, je les mangeais toutes. Au moment où je terminais mon petit repas, mon cousin et sa femme entrèrent dans la pièce. Le brave homme me gifla et me fit mettre au coin un genou. La punition ne dura guère, sa femme le priant de me pardonner, ce qu'il fit de bon cœur. Sitôt libre, j'allai voir quelques amis, et toujours en colère, j'écrivis un mot à ma mère, à Goulia et Polly, en la suppliant de me reprendre, car on me frappait à l'école. Ayant connu le servage, ayant été elle-même battue plusieurs fois par ses maîtres, ces violences lui faisaient horreur. Dans son esprit, elle seule avait le droit et le devoir de me châtier s'il le fallait. Aussi, mon mot sitôt reçu, elle se rendit chez son neveu, furieuse, et sans même vouloir écouter sa version des faits, elle me ramena à la maison. À Goulial-Polier, elle me remit tout de suite dans l'école où j'avais commencé mes études. Malgré le passé, on m'accepta après un examen de contrôle. Je me mis très sérieusement à l'ouvrage cette fois. Je devins bientôt le meilleur élève en arithmétique et surtout en lecture. L'avenir me souriait de nouveau, mais la 2e classe vit la fin de ma scolarité. La situation familiale était devenue si difficile qu'après avoir été journalier chez un pommechtchik pendant tout l'été, je dus y rester également pour l'hiver. Certes, tous mes frères, Karp, Sava, Emilian et Grégoire, regrettaient amèrement de n'avoir pu terminer leurs études, et ils insistèrent pour que je quitte mon service et reprenne les cours. En novembre 1899, je finis par abandonner mon travail, mais trop tard, pour trouver encore une place à l'école. Je n'eus d'autre ressource que de retourner chez Johnson. Ma scolarité s'acheva ainsi. Toutes ces péripéties, ainsi que la pénible situation de ma famille, me firent naturellement réfléchir à ce qui était le plus important pour moi. L'école ou bien l'emploi qui me procurait 20 roubles par trimestre. C'est à cette époque que je commençais à éprouver la colère, une rancune qui allait jusqu'à la haine contre le pommechtchik et surtout sa progéniture, ces jeunes fainéants qui passaient souvent près de moi, frais et dispos, repus, bien habillés, tout parfumés, tandis que moi, sale, en rayon, pieds nus, puant le fumier, je m'occupais à faire la litière des veaux. L'injustice me sautait aux yeux. Le seul raisonnement, bien enfantin, qui réussit à me calmer alors, fut que c'était dans l'ordre des choses. Eux étaient les maîtres, et moi, j'étais payé pour puer le fumier. 2 années s'écoulèrent ainsi. Comme j'avançais dans ma carrière, en passant des veaux aux chevaux, la réalité se fit plus rude. Souvent, je voyais les fils du pommechtchik frapper brutalement les garçons d'écurie, surtout parce que les chevaux étaient mal étriés. Ici encore, les ténèbres de mon esprit me faisaient accepter lâchement la situation.
Je m'habituais à toute cette vilainie, voir de jeunes nobles brutaliser mes semblables. Et non seulement je me taisais, mais en véritable esclave, je m'efforçais comme les autres de détourner les yeux sans avoir l'air de rien savoir ni de rien remarquer. Un an passa encore. Nous étions en 1902. J'avais 13 ans. Les garçons d'écurie étaient pour la plupart des gens sensibles et sensés. Vu mon jeune âge, ils me traitaient avec égard et me plaignaient beaucoup. Un jour d'été, comme nous étions tous en train de déjeuner, à l'exception du premier garçon d'écurie, occupé à tailler la queue des chevaux, 2 des fils du pomeschik entrèrent dans la pièce. Accompagnés de l'intendant et de son aide, ils se mirent à discuter avec le deuxième garçon. Au début, ils causèrent poliment, puis changèrent brusquement de ton et se mirent à crier et à l'insulter. Finalement, ils se saisirent de lui et le rouèrent de coups comme des brutes. Tous les autres garçons d'écurie restèrent à demi-morts de peur devant la colère des maîtres. Quant à moi, je bondis hors de la pièce, traversai la cour en coup de vent et faisant irruption dans l'écurie, criai au premier garçon « Batko Ivan ! Les maîtres battent Philippe à la cuisine !» Batko Ivan se précipita dehors comme pris d'un accès de folie. Sans tablier, les ciseaux à la main, je le suivis sans rien dire. Il traversa la cour en courant et surgit dans la pièce. Il y avait peut-être de quoi pleurer, mais j'éclatai de rire lorsque, voyant battre son aide, il tomba à bras raccourcis sur l'un de nos jeunes nobles. Comme un lion, il sauta sur lui et d'un seul coup le fit rouler à terre. Il lui donna encore quelques coups de pied, puis saisit l'intendant et se mit à le frapper sous les côtes, à la manière paysanne. Les 2 fils du maître et l'intendant s'enfuirent en enfonçant les châssis des 2 fenêtres de la cuisine. Entre-temps, d'autres esclaves s'ameutèrent. Tous les journaliers abandonnèrent leur travail, accoururent pour donner un coup de main aux garçons d'écurie. De tous côtés on criait « Jusqu'à quand les maîtres continueront-ils à nous maltraiter ?» Tous se plantèrent devant le perron de la demeure seigneuriale et demandèrent à toucher leur dû. Ne voulant plus rester davantage, le vieux propriétaire, pris de peur, sortit en personne sur le perron pour tenter de nous calmer. Il demanda aux garçons d'écurie de rester à son service, de pardonner leurs bêtises à ses jeunes héritiers. Il promit que plus rien de semblable ne se reproduirait. Alors les garçons d'écurie décidèrent de rester. Ils pouvaient s'estimer satisfaits, car dans cette propriété au moins leurs actions avaient mis fin, une bonne fois pour toutes, à une tentative de résoudre les différends à coups de poing. Quant à moi, qui étais encore enfant, cet incident me fit une impression ineffaçable. J'entendis pour la première fois de ma vie des paroles de révolte, lorsque Batko Ivan me dit ensuite « Personne ici ne doit accepter la honte d'être frappé, et toi, mon petit Nestor, si jamais l'un de tes maîtres veut te battre, prends la première fourche qui te tombe sous la main et fonce dedans. » Pour mon âge et mon âme d'enfant, ces paroles furent terribles. Et je sentis spontanément d'instinct tout leur vrai sens et leur justesse. Plus d'une fois par la suite, quand j'arrangeais la paille dans l'écurie et que je voyais apparaître l'un des maîtres, j'imaginais qu'il allait me frapper et qu'alors je l'enfourcherais sur place. Un an passait encore et mon existence de garçon de ferme prit fin. La situation de ma famille avait beaucoup changé au cours des 3 ou 4 dernières années. Mes grands frères s'étaient mariés. Ils avaient maintenant leur propre ménage et travaillaient leur lopin chacun de son côté. L'un d'eux, Carpe, s'était même fait construire une maison. Sur leur conseil, je me fis embaucher comme apprenti dans une fonderie de Gouliaï-Polier, où l'un de nos meilleurs maîtres mouleurs, Veliki, m'apprit l'art de couler des roues de moissonneuse. J'abandonnai bientôt l'usine et restai quelque temps à la maison maternelle. Ensuite, je me fis embaucher comme vendeur chez un marchand de vin.
Au bout de 3 mois, cet emploi m'écœura tellement qu'étant venu avec mon patron à la foire de Goulier-Polier, je filais en cachette et ne me montrais pas durant 2 semaines entières. Au bout de 3 mois, ce n'est qu'après son départ que je rentrai à la maison. Là, mes frères m'apprirent que leur situation redevenait mauvaise, la récolte s'annonçait maigre, et leurs 2 chevaux étant morts. Il fallait les remplacer. Par conséquent, s'endetter. En outre, la charrette était hors d'usage, si bien qu'on ne pouvait plus s'en servir pour transporter le blé. Je me décidai à les aider en m'embauchant dans une maison de badigeonnage, à condition que le patron me commande une bonne voiture, que je lui rembourserai pour mon travail. Ainsi fut fait, et la voiture sitôt payée, je quittai cet emploi pour aider mes frères dans leurs travaux agricoles. En 1904, l'un de mes frères Sava fut mobilisé et partit à la guerre. Nous autres, nous construisîmes tous ensemble une maison à part pour notre frère Emilian. Il nous quitta alors et s'y installa avec sa famille. Carpe et Emilian partis, Sava mobilisé, nous ne restâmes plus que 2 à la maison maternelle, Grégoire et moi, encore adolescents. Bientôt, nos affaires déclinèrent de nouveau, et Grégoire s'embaucha comme manœuvre. Je restai donc seul, avec un cheval et 4 hectares à cultiver.